Rencontre aujourd'hui. Merci à vous tous qui êtes là et c'est un plaisir pour moi de partager un petit peu avec vous un travail que j'ai eu l'honneur de pouvoir réaliser, qui était le travail sur l'ethnographie d'Odette Melchon-Rigaud. Alors, ma présentation va être informelle, si vous voulez bien. Je vais vous parler un petit peu de comment je suis rentrée là-dedans. Je vais vous lire quelques petits morceaux et un petit peu vous présenter ce document que j'ai eu à faire à cette occasion-là, qui est le catalogue fonds documentaire Odette Melchon-Rigaud, rapport d'inventaire. Et je vais vous parler un petit peu de la collaboration qui a pu permettre ce travail-là. Et ainsi, vous serez un petit peu imbu de ce que j'ai eu le privilège, comme je vous le dis, de connaître. Alors, pour commencer simplement, ayant grandi dans un lac au vaudou et étant également une vaudouisante et mambo, il se trouve que mon mari, la personne avec laquelle j'ai été, nous nous sommes entendus et nous sommes mis, et son frère était prêtre, et prêtre du Saint-Esprit, ça veut dire les spiritains. Or, ce sont les spiritains qui ont été à la tête du mouvement de la campagne des rejetés. Et ayant terminé mes études après la dictature, je suis rentrée justement pour combattre cette dictature de Duvalier. Père Adrien, Antoine Adrien, une personnalité extraordinaire, qui enseignait l'histoire d'Haïti et qui avait réuni pendant son exil également une somme de matériel concernant l'histoire haïtienne. Alors donc, mon beau-frère me dit, ma chère, regarde donc, il y a quelque chose qui est intéressant là, parce qu'il était ouvert d'esprit, c'est pas un prêtre à l'esprit étriqué, au contraire. On vient d'apporter chez Antoine, parce qu'à cette époque, pour le diable, les prêtres du Saint-Esprit étaient lotis malement à Saint-Martin, dans un tout petit local, et c'est là qu'il avait catalogué toutes les choses. Voilà, donc Antoine Adrien a reçu une malle, mais une grosse malle, pleine de papier. Tout ça, ça concerne le vaudou. On ne sait pas quoi faire. C'est un fouillis pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu voudrais pas jeter un coup d'œil? D'où ça sort? Odette Melchon-Rigaud, Milo Rigaud. C'est énorme, c'est extraordinaire. C'est un privilège, c'est une joie. Quel honneur. Je descends. On ramasse, on regarde tous ces papiers-là, cette paperasse. Ben, on va s'y mettre. On va s'y mettre. Et j'ai pu donc jouir de la confiance des prêtres du Saint-Esprit. Ça allait devenir maintenant, plus tard, la bibliothèque haïtienne des pères du Saint-Esprit. Mais à cette époque, c'était pas encore en forme. Mais on me donnait une quantité de temps en temps. Et ceci dès 88. On a travaillé sur ce projet-là jusqu'encore aujourd'hui, je crois bien. C'est réellement un travail qui a été gratuit, enfin gratuit disons, bénévole, c'est le mot plus approprié, mais qui a été si riche d'enseignements qu'après l'avoir fait, on se demande, a-t-on le droit de garder ça pour soi? On ne l'a pas. C'est un legs
qui est pour le peuple haïtien. Et à ce moment-là, vous autres, étudiants, chercheurs, c'est votre responsabilité également. Vous êtes plus jeune que moi j'ai été intermédiaire, j'ai fait ce que je pouvais, et je vais vous présenter un petit peu ce travail-là. Alors, je remercie encore une fois professeur Biron et professeur Laitier et le séminaire international de recherche, pour cette occasion, cette opportunité qui m'est donnée de partager avec vous ces informations dont j'ai pu bénéficier. La redécouverte de la très grande ethnographie d'Odette Menson-Rigaud durant les années suivant la chute de la dictature de Duvalier a été un moment majeur de l'ethnologie haïtienne. Ces milliers de pages dactylographiées sont saisissantes par leur rigueur scientifique, l'immense labeur qui est manifeste, le respect profond de cette tradition tellement ancienne qu'est le vaudou, pourtant socialement décrit et même criminalisé par l'agitation de l'époque et encore aujourd'hui. Enfin, la véritable passion qui s'y déploie. Compilation magistrale de l'évolution du vaudou haïtien sur plus de 30 ans, 1944-1982 plus ou moins. L'ethnographie d'Odette Menson-Rigaud est unique, tant par le méticuleux de son travail d'observation que par l'ampleur du recensement qui est réalisé. 488 documents, dossiers de notes, de chants, cartables, dessins, photographies, d'une information prodigieuse, surtout dans la mesure où elle couvre l'évolution du milieu vaudou à travers cette période importante qui fut la deuxième moitié du XXe siècle. Car si la simple saisie ethnographique est en règle générale utile à l'information des générations postérieures, son suivi rigoureux sur plusieurs décennies ne l'est que bien davantage. Une analogie serait la découverte d'artefacts archéologiques in situ avec les épaulations stratigraphiques possibles en comparaison avec la simple préservation d'objets uniques extraits de leur contexte. Les gens qui trouvent un objet chez eux, on met ça là, c'est intéressant. Mais si vous l'avez dans leur contexte, l'objet dans son contexte, avec la stratigraphie, alors là on peut comprendre beaucoup plus. Suivre par exemple l'évolution du lac de souvenance, de sa réouverture après 35 ans de fermeture en 1949 à 1957 annuellement. Mais c'est une œuvre passionnante et chargée d'enseignement. Si je puis me permettre, je vais vous donner une petite citation de ce document qui fait 50 pages au moins et que j'ai là. Donc, Odette Menson-Rigaud parlant, il y avait 35 ans que Pâques n'avait pas été fêté à la souvenance. Aussi, c'était toute une affaire, et beaucoup de craintes étaient mélangées à la joie que cette nouvelle apportait aux membres de la société. Au fond, on doutait que cela puisse se faire. Certainement, quelque chose viendrait encore, tout contrarié. La cour n'avait jamais eu de chance. Toujours, il y avait eu des contrariétés, des empêchements, des malheurs. Tout était si délabré, dépeint, abîmé après cet abandon. Et le désastre apporté par les rejetés, tant d'objets culturels étaient à remplacer. Pour honorer quand même la cour, d'un commun accord, la société s'engagea et prit à crédit ce qui était nécessaire. C'est ainsi que le péristyle et les cailles furent repeintes
des tables en fait remises en place d'Al-Baghi et de beaux drapeaux confectionnés et aussi des banderoles. La cambuse fut garnie de tout ce qui pourrait faire besoin de façon à ne pas avoir honte devant les étrangers. On alla chercher tout ce qui faisait autrefois partie des objets culturels et l'on tenta de remettre sur pied tout ce qui était possible d'être rafistolé. On avait caché, bien caché, dans les bois, les deux assautors. Tous deux avaient été attaqués par les bêtes et la pourriture. Mais ils étaient faits d'un bois connu pour sa dureté, et on put les remettre à neuf, en grattant les parties attaquées, touches de peinture, de nouvelles peaux furent mises. Dans le traitement, l'un d'eux se trouva devenir un tout petit peu moins haut que l'autre, car c'était le petit qui avait été le plus maltraité. Les caillasses autour furent refaites, recouvertes, blanchies. La cour reprenait vie. Ceci n'est que 2 paragraphes de milliers de pages, milliers de pages qui sortent du sud d'Haïti, de la Grande Anse, qui montent jusqu'au Cap haïtien, qui retrace un peu l'histoire du vaudou à l'époque où nous sommes. La poursuite incessante de documentation et d'entendement sincère et réel d'Odette Menson-Rigaud, même au cours des éprouvantes années d'emprisonnement de son époux, car Milo Rigaud avait été emprisonné sous Magua pendant de nombreuses années. Et c'est très amusant un peu de lire dans ces documents où en 1938, elle disait que mon mari a le soin de ne pas se mêler du commerce ni de la politique. Et pourtant, 20 ans plus tard, elle a été seule, parce que Milo Rigaud était emprisonné pendant un bon nombre d'années. Et elle prenait sa camionnette, son camion, à cette époque, 1950, c'est dire, c'est pas facile. Et elle descendait, elle passait 7 jours dans tel service, dans tel service, dans tel service, elle revenait et elle tapait ses notes. Je vous donnerai l'illustration tout à l'heure, s'il vous plaît. Donc, même au cours de ces éprouvantes années d'emprisonnement, le travail de Mme Menson-Rigaud révèle d'essentielles dynamiques de transformation permettant de se plonger au cœur des phénomènes étudiés, qu'il s'agisse des couvents vaudous, tels que Souvenance, Soukri, Campèche, Badjo et autres, du vaudou familial, comme au Lacou, Bouquet Palmis à Jacmel, ou bien d'institutions culturelles, comme le carnaval et le rara. Rappelons que les années suivant l'occupation américaine d'Haïti, 1915-1934, avaient été déterminantes dans le développement de l'ethnologie haïtienne. L'entre-deux-guerres en Europe avait vu le développement d'une contestation ouverte à l'ordre dominant mondial. Les questionnements à l'ordre colonial s'y initiaient. Je parle donc, je fais référence à Senghor, à Césaire, à tout ce courant qui se développait dans l'Amérique, dans nos Amériques, face au Big Stick, le gros bâton de Monroe, apparaissait le Harlem Renaissance, Langston Hughes et tant d'autres. L'indigénisme, la négritude, le jazz, le surréalisme, l'art nègre, entre guillemets, et le dadaïsme. Tout ça, ça formait le pendant de la contestation des révolutions mexicaines et russes. L'apparition d'un nouvel ordre mondial, un nouvel ordre mondial,
les choses changeaient. On sortait, c'était vraiment le post-colonialisme. En Haïti, réveillé par le choc culturel de cette domination politique, résumé avec exactitude par l'œuvre majeure de Jean Price-Mars, L'Oncle, ainsi parla l'Oncle, 1928, très précoce, un certain nombre de petits bourgeois des villes haïtiennes, pour la première fois, approchaient la question de la religion et de la culture traditionnelle nationale, d'un point de vue engagé, menant à l'émergence du mouvement indigéniste. Il était accompagné et parfois dirigé par divers visiteurs qui, avec un degré variable de succès, tentaient également d'approcher sérieusement ce sujet de grand intérêt exotique pour cela, le vaudou. Alors, on va citer Zora Neale Hurston, par exemple, c'était parmi les premières, Maya Deren, Alfred Métro, Jacques Roumain, Marcelin, Rigaud, Maximilien et finalement les 3D fameux Denis Diacroix et Duvalier, Bastien, qu'il aurait fallu citer avant. Tous ont évolué autour de ce mouvement général qui a abouti à la fondation de notre bureau d'ethnologie en 1941. Alfred Métro, personnage clé de cette période, dont, puisque nous faisons des petites confessions, on devait lui dédier, il y a quelques années, une grande exposition au Smithsonian Institute, car il faut le savoir, pour ceux qui ne le savent pas, Alfred Métro a été parmi ceux qui ont fait la Charte des droits humains. On dit les droits de l'homme, il a été parmi ceux-là. Il n'était pas un exotique ethnologue, il était un homme engagé. Il a travaillé aux îles de Pâques, il a travaillé en Haïti, il a travaillé dans le Chaco, en Amérique du Sud, il a travaillé dans beaucoup d'endroits. Quelle perte il a eu à prendre sa vie quand il eut à prendre sa retraite. Et il avait à peine 60 ans. Mais la valeur ethnologique, intellectuelle d'Alfred Métro est à la hauteur de Claude Lévi-Strauss. Ceci est connu et reconnu. Et donc je pense que nous autres Haïtiens, nous devrions rendre hommage à ce maître de l'ethnologie, de l'anthropologie du XXe siècle, qui était donc avec nous pendant une période de temps intéressante. Je ne veux pas sortir de mon propos, mais je vais simplement dire que c'est lui qui a eu aussi le premier projet pluridisciplinaire du monde. On n'avait pas encore la notion de la multidisciplinarité, etc. Et donc à Marbial, du côté de Jacmel, il a Dr Métro a dirigé le rassemblement de médecins, d'ethnologues, d'agronomes et tant d'autres disciplines pour essayer de commencer à avoir une version du développement durable. C'est là aussi, en parenthèse encore, que Suzanne Commerce-Sylvain, Yvonne Commerce-Sylvain, toutes ces personnes ont pu sortir, émerger, et voilà. Alors donc, pour revenir à Métro, personnage clé de cette période, auteur en 1959 du classique Le Vaudou haïtien, réédité nombre de fois, il était arrivé en Haïti en 1941.
cette année tristement célèbre puisque ça ouvre sur la campagne des rejetés. Il s'est connecté immédiatement avec Jacques Roumain, qui est parti pour l'étranger en 42 lui-même et mort en 44. Ce qui a vraiment privé notre terrain d'une fougue essentielle. Parce que Jacques Roumain, Patmania, avec appelé Petro, bing, 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 bing. Mais c'est à force de confrontation qu'est né notre musée d'ethnologie, notre bureau d'ethnologie. Métro et ce dernier réussirent la mise en place du bureau d'ethnologie en novembre 41. Jacques Roumain et Alfred Métro étaient convaincus de la mission essentielle de préservation du patrimoine national que constitue le vaudou. Je cite Métro: l'ampleur de l'offensive dirigée contre le vaudou et la brutalité des mesures prises contre ses adeptes m'avait paru présager sa disparition, ce qui éveillait en moi le désir de n'entreprendre l'étude avant qu'il ne fût trop tard. L'écrivain Jacques Roumain, qui m'avait accompagné à la Tortue, était lui aussi convaincu de la nécessité de sauver le souvenir du vaudou, si gravement menacé. De nos conversations, on acquis l'idée de créer en Haïti un bureau d'ethnologie spécialement chargé de cette tâche. C'est dans l'introduction du vaudou haïtien de Métro. Mais il faut bien lire Itinéraire aussi. Itinéraire, c'est le deuxième volume. Enfin, c'est le deuxième volume. Il y a un itinéraire numéro 2 qui n'est pas encore publié, mais itinéraire 1. Bon, on reviendra sur ce sujet-là. Parce que c'est très informatif en même temps que difficile. Bien. Alors, le vaudou haïtien de Métro, ce livre-là, que vous devriez tous connaître par cœur, parce que pour tout vous dire, il est drôle en plus. Vous savez comme il y en a. Les gens ne se rendent pas compte, ils se disent c'est sec, c'est dur, c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'humour et c'est une lecture plaisante. Vraiment. Je vous encourage vivement à le lire vraiment. Donc, ce livre-là, justement, en termes d'un petit peu du drôle ou de l'intéressant, c'est que, voilà, c'est dédié à qui? À la mémoire de Lorgina Delorge, Mambo de la Saline, dont le nom vaillant fut Dieu devant. Et à Madame Odette Menson-Rego, Mambo assuré. Sans l'aide de qui ce livre n'aurait pas pu être écrit. Deux maîtresses femmes, donc, Odette et Lorgina. Alors, on peut voir, vous pourrez voir un petit peu, et, je crois que, non, j'ai peut-être imprimé une photo de Odette Menson-Rego, il n'y en a pas tellement, hein. On ira sur les illustrations tout à l'heure, mais c'est elle. C'était une femme de France, de Paris, c'était une bohémienne. Et Mambo Lorgina, elle, je crois que la photo est ici, c'était une femme forte, maîtresse forte. Est-ce que c'est? Je vais vous trouver ça tout à l'heure. Je continue mon texte. Je pas dit, bon oui, absolument, on a gardé ça. Mais tout à l'heure, on arrive sur les illustrations, on continue avec le fond de l'affaire. Non, c'est absolument pas ça. C'est la photo de Lorgina. Ah oui. Ah oui. Juste au début. Bon, je m'excuse, je vous interromps dans vos réflexions. On y arrivera. Alors, Métro, lui, il a dit, concernant Odette Menson-Rego, que peu de Blancs ont réussi, il a bien dit Blanc, c'est lui-même, peu de Blancs ont réussi à connaître le vaudou de façon aussi intime que cette Française devenue haïtienne par son mariage. Il n'existe aucun sanctuaire où elle n'est pas reçue en tant qu'amie.
Et je pourrais même avancer en tant qu'initié. Au cours d'une cérémonie vaudou, j'ai entendu déclamer son nom vaillant, cité parmi les prêtresses de Port-au-Prince. Et ce livre lui est dédié. Ce n'est qu'un petit tribut de ma gratitude. Et donc, c'est Métro même qui a tenu à encourager le développement de l'ethnographie et incita Odette Nelson-Rigaud à écrire dans son journal le 44, donc itinéraire, le livre itinéraire, c'est le carnet de notes. On lit que elle sait beaucoup de choses et accumule des connaissances variées. Il faut l'encourager à écrire. Et c'est cette année de 44 qui verrait l'ouverture du Centre d'art avec la participation de personnalités importantes telles que Jäger Huber, qui a transcrit les musiques vaudou pour la première fois en musique. Il y avait la visite d'André Breton sous les auspices de l'Institut français, alors dirigé par le stimulant André Mabille. André Mabille, non. Docteur Mabille, bon. Alors, l'Orgina des Lorges, Rospambo, Cicéron, Joe Pierre-Gilles, Abraham sont quelques-unes des personnes clés du vaudou port-au-princien de l'époque et des récits ethnographiques d'Odette Nelson-Rigaud. Il s'agit ici d'une véritable histoire populaire et même probablement des premiers éléments éclaireurs d'une histoire, une véritable histoire du peuple haïtien dans son vécu quotidien. Juste pour partager un petit peu avec vous, concernant l'Orgina par exemple, Métro disait dans son ouvrage, elle m'appelait Petite Caille, enfant de la maison, et je lui avais donné le nom de Maman. Et bien qu'elle fût souvent portée et pris pendant ses transes, son air terrible, c'était une excellente femme bienveillante et hospitalière. Son temple à Tête-Bœuf. Tête-Bœuf. Oui, exactement. C'était le véritable, le vrai bureau d'ethnologie avant l'heure. Un regroupement incessant s'y opérait, des artistes aussi éminentes que l'Human Academy, Émeraude de Pradine. C'est là qu'elles ont puisé leur répertoire de chant. Tout le monde allait chez l'Orgina. Et elle les recevait simplement en enseignement et en même temps en agrès. Disons une autre personne encore qui a fait l'histoire, qui est historique. À Port-au-Prince, ça fait partie de l'histoire populaire. Cicéron. Cicéron, c'est pas carré. Mais Cicéron, c'était le fils adoptif de l'Orgina. Et c'était un angélico extraordinaire, maître des chants. Et tout comme on va retrouver aujourd'hui en Haïti, à Port-au-Prince particulièrement, mais dans d'autres lieux aussi, c'était un angélico itinérant. Ce qui veut dire que chez moi, dans mon bagui, dans mon lacou, dans mon péristyle, j'ai besoin d'un bon chanteur. Vous voyez chercher Cicéron. Parce que Cicéron était un angélico maître. Tous les temples de Port-au-Prince le connaissaient. Et dans les archives d'Odette Nelson-Rigaud, il y a au moins une vingtaine de documents, je ne dis pas de pages, de documents, recueillant cet important patrimoine.